Salut tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver ce soir encore une fois avec Monsieur Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous, très heureux. Alors merci encore une fois pour ce rendez-vous hebdomadaire, pas manqué depuis bientôt 2 ans. On va fêter les 2 ans bientôt, hein. Oui, Alors très bien, donc je salue tout le monde sur toutes les plateformes. Comme d'habitude, vous avez la possibilité d'interagir avec nous. Je vais vous mettre le lien sur les plateformes StreamYard. Et puis sur TikTok, comme d'habitude, vous avez la possibilité, bien sûr, de faire votre demande. Twitter, c'est pareil. Donc les amis, n'hésitez pas à partager. Et on va y aller. Donc on va faire un petit tour de l'actualité. On va commencer, donc, Monsieur Cohen, par la Syrie. oui. Donc, voilà, les taux se resserrent sur les opposants à la domination sioniste. Voilà. Euh, bon, la bande de Gaza, on sait ce qui se passe. Enfin, bon, ça continue depuis plus d'un an. Le Hezbollah, apparemment, même s'il n'y a pas eu de victoire de part et d'autre, mais disons que euh, le Hezbollah a dû, disons, recevoir quelques coups qui lui ont. Et en tout cas, oui, il a eu aussi peur pour le reste du Liban et pour sauvegarder les intérêts de la population libanaise. En tout cas, ils sont arrivés à un accord de cessez-le-feu qui n'est pas respecté. Donc, ça veut dire que les Israéliens mènent une espèce de politique de trahison, disons, de manipulation. Voilà. On va faire un cessez-le-feu, quitte à le violer, et puis après provoquer le Hezbollah. Mais en fait, en douce, parce que ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, en douce, ils avaient préparé le terrain à une attaque terroriste de grande envergure euh, par ce qu'on appelle Daesh ou n'importe quoi, de toute façon on le dit, hein. Non pas le Daesh, enfin où ils ont des noms un peu bizarres, mais en fait ce sont des créations de la CIA, du Mossad, et, et soutenues par la Turquie, parce que c'est là le jeu trouble de la Turquie, c'est que la Turquie a des vues sur le nord de la Syrie, puisque c'est là où se réfugie, où il y a une forte opposition kurde au régime turc, et donc le nord de la Syrie, le nord-est est occupé par les Américains. Vous savez que depuis 10 ans, des 3000 ou 4000 soldats américains sont stationnés là-bas, là où il y a les puits de pétrole. Donc, ils le pillent sans vergogne et en ne payant pas. Et la Turquie a donné son feu vert, si elle n'a pas aidé les djihadistes, ou on peut les appeler comme on veut, à foncer, à occuper Alep, et ils sont en train de foncer sur Homs et Hama. Euh, Hama est de triste mémoire. Vous savez que sous le règne de Hafez el-Assad, cette ville avait été je crois que c'était dans les années 80, le théâtre d'une révolution des frères musulmans. Et Hafez el-Assad avait une poigne de fer. Il avait entouré la ville par l'artillerie syrienne et qui a bombardé sans discontinuer pendant des jours et des jours jusqu'à ce que la révolte soit écrasée. Voilà. Lui il ne prenait pas de gants. Et donc aujourd'hui, le régime syrien, enfin l'armée syrienne apparemment n'a pas pu faire face à cette attaque. La Russie, bon, elle répond comme elle peut par des bombardements, on ne peut pas faire plus. Le Hezbollah avait retiré ses troupes
de manière à défendre le Liban. Donc, il n'était plus là pour défendre le régime syrien. Et les Iraniens n'osent pas trop intervenir parce que s'ils envoyaient des troupes en Syrie, elles risquent d'être bombardées. Ça veut dire que l'Iran prendrait alors le risque d'une confrontation directe avec Israël. Et donc, on est en train peut-être, je ne sais pas, mais disons que le régime d'Assad, le régime syrien, est en grande difficulté. Voilà. Et donc, ça a été probablement préparé depuis des mois. Et ce qui est étonnant, c'est que ça arrive avec une espèce de surprise qui n'aurait pas dû l'être, parce que les grandes puissances comme la Russie ont des moyens d'information, enfin, je veux dire, les échanges téléphoniques, les mouvements de troupes, etc. Enfin bon, en tout cas, le fait est là, c'est que le régime syrien, bon, il est probable je ne sais pas, on ne sait pas, en tout cas, d'après ce que j'entends, même des Américains, enfin des sites américains qui sont plutôt favorables à la Russie, au régime d'Assad, etc., parlent d'une période assez compliquée pour le régime. Et on sait pas vraiment s'il va résister. Voilà. Moi, voilà, en tout cas, la situation. Et ça m'amène à faire une observation particulière concernant ces situations. Vous savez qu'en 2013, j'avais publié un texte qui s'appelle Bachar el-Assad aurait pu devenir le Salah ad-Din de l'ère moderne. Je pense que si vous allez sur Google, vous tapez Bachar el-Assad aurait pu devenir le Salah ad-Din de l'ère moderne, je crois que vous pourrez trouver le texte. Il a été publié à l'époque, j'avais un site qui s'appelait Des manipulations, voilà, qui existe toujours, mais dont j'ai perdu le contact, enfin la possibilité de retourner. Il faudrait peut-être un jour que je réussisse à y revenir. Bon, mais le texte y est. Qu'est-ce que je disais dans ce texte? Bachar el-Assad venait depuis 2 ans et était soumis à une attaque en règle des mouvements islamistes qui se présentaient comme une opposition démocratique. Et ces mouvements, ces islamistes ou terroristes, comme vous voulez, étaient manipulés par l'Occident. Et moi, j'avais dit que, au lieu d'attendre de se faire bouffer de s'épuiser à combattre ces mouvements, je suggérais, voilà, que Bachar el-Assad avait une carte extraordinaire à jouer, c'est-à-dire l'ennemi principal au Moyen-Orient, l'ennemi principal de la Syrie, l'ennemi qui a juré sa perte et qui le bombardait chaque semaine, c'est le régime sioniste, c'est Israël. Voilà. Bon. Or, si la Syrie n'avait pas les moyens d'attaquer Israël de manière frontale, comme la guerre de 67 ou de 73, il avait une autre possibilité que je suggérais, c'est-à-dire lancer pendant une semaine des dizaines de milliers de missiles dont le régime d'Assad disposait alors, détruisant toutes les infrastructures économiques, militaires, stratégiques, les aéroports, les centrales électriques, des dizaines de milliers de missiles, voilà, pendant une semaine. Et après, lancer, pas l'armée, pas avec des tanks, organiser des groupes de 10 personnes, 10 militaires, des dizaines de milliers de groupes comme ça, armés juste d'une mitraillette et de lance-roquettes anti-chars, et les lancer à pied
ou en jeep, foncer sur la Cisjordanie, sur la sur le nord d'Israël, le Golan, etc. Et allez, vraiment, s'ils avaient fait ça, je ne donnais pas cher. Et je suggérais aussi à Bachar el-Assad de se réfugier dans la montagne, parce que, évidemment, Damas allait être détruite, enfin, en tout cas, en grande partie. Mais le prix à payer pour Israël aurait pu être la fin du sionisme. Je ne crois pas qu'Israël aurait réussi à retourner la situation. Puisque si à l'époque l'armée syrienne était encore très très forte, elle avait, je crois, 400 000 hommes. Est-ce que vous imaginez 400 000 hommes en train de déferler à pied ou voilà, par petits groupes comme ça, ils auraient été imbattables. Et ça aurait soulevé les autres populations. Au Liban, en Cisjordanie, il y aurait eu une révolte générale. Et aussi, vous savez qu'à l'époque, l'Arabie saoudite soutenait les djihadistes. La Jordanie soutenait les djihadistes. Les pays du Golfe soutenaient les djihadistes anti-Assad. Or, vous connaissez les Arabes. Si la Syrie est en guerre contre Israël, l'Arabie saoudite, automatiquement, hypocritement, je veux bien le dire, mais hypocritement, serait obligée de soutenir la Syrie. Parce que vous n'imaginez pas un pays arabe, n'importe quel qu'il soit, attaquer un autre pays arabe qui est en guerre contre Israël. C'est impossible. Voilà. Il y a des limites à la décence, même chez les plus pourris des régimes arabes. D'accord. Bon, voilà. Et donc, il gagnait et il serait devenu le Salah ad-Din de l'ère moderne. Salah ad-Din, c'est celui qui a libéré Jérusalem des croisés. Voilà. Malheureusement, Bachar el-Assad ne l'a pas fait. Évidemment, il n'a pas lu mon article, mais j'imagine que c'est un scénario qui est étudié dans les états-majors syriens, bien sûr. Seulement, c'est ça aussi pourquoi ils ne peuvent pas battre Israël. C'est ça le drame. Je reviens à la chose essentielle. C'est que les régimes arabes, tous les régimes arabes, leur priorité absolue, c'est de défendre, de maintenir le régime et les privilèges qui vont avec. Ce n'est pas le combat contre le sionisme, ce n'est pas le combat pour la défense des Palestiniens. Ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, c'est Bachar el-Assad ce qui l'intéresse, malgré toute la sympathie que je peux avoir pour lui, pour le combat, pour le peuple syrien, ça n'a rien à voir. Mais Bachar el-Assad et sa nomenclatura, son élite, qu'est-ce qui les intéresse? C'est le pouvoir qu'ils ont et les privilèges qui vont avec, et ils veulent sauvegarder cela. Voilà. Les palais, leurs fric, leurs immeubles, leurs villas, etc. Et donc c'est pour ça qu'ils ne se sont pas lancés dans cette aventure. Voilà. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, s'il l'avait fait en 2013, à l'époque où il avait toutes les cartes en main, la situation aurait été aujourd'hui, il est affaibli. À l'époque, les États-Unis n'occupaient pas le nord de la Syrie, la Turquie n'occupait pas le nord de la Syrie, etc. Aujourd'hui, Bachar el-Assad règne, contrôle seulement les 2/3 du territoire, ou peut-être la moitié, je ne sais pas. Bon. Et en tout cas, il est confronté, parce que là, c'est, à mon avis en tout cas, ce qui se passe en Syrie, c'est la complicité, c'est vraiment un duo Erdogan-Netanyahou pour dépecer la Syrie et prendre chacun sa part. Voilà. Vous poserez bien sûr, vous direz oui, Erdogan, mais Erdogan, il est chef d'État de Turquie. Et encore une fois, je reviens sur
aucun État n'est vertueux. C'est-à-dire, un État, lorsque ses intérêts fondamentaux sont en jeu, il n'en a rien à fiche du reste. Voilà, il les défend. Voilà. Et donc, bon, la Turquie a une occasion, disons, intéressante de prendre, ou en tout cas de mettre la main ou d'influencer une bonne partie de la Syrie, et profitant que la Russie a le regard tourné vers l'Ukraine et que l'Iran le Hezbollah est absent et que l'Iran ne peut pas intervenir ne peut pas intervenir de manière décisive. Je vois mal 100 000 soldats iraniens intervenir en Syrie parce qu'ils se feront décimés par l'aviation israélienne, sauf si l'Iran accepte à ce moment-là d'entrer en guerre, d'une guerre totale avec Israël. Et donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui, et cela montre, voilà, moi j'ai voulu placer ça dans une perspective historique générale. Ça montre malheureusement la faiblesse intrinsèque du monde arabe depuis ses indépendances face à un État israélien qu'ils auraient pu combattre de diverses manières. Voilà. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. S'il y a des questions. Alors très bien, oui, il y aura des questions, il y avait quelques réactions déjà. Alors les amis, il y a plusieurs personnes qui veulent prendre la parole. Je vais commencer d'abord sur X d'abord, avant tout. Monsieur Cohen, il y avait une réaction par rapport à cette histoire-là. Pensez-vous que la Syrie aurait dû accepter l'accord avec la Turquie? Et par la même occasion, est-ce que vous pensez... Alors, bon, je tiens à préciser aussi que depuis 13 ans, il s'agit de l'avancée la plus spectaculaire sur Oui, Alep. Donc, il y a vraiment eu une volonté de faire tomber ce régime. Et peut-être aussi après ces tant d'années d'embargo, la Syrie est quand même bien affaiblie. oui. Voilà, donc la question c'était, pensez-vous que la Syrie aurait dû accepter l'accord avec la Turquie? Et secondo, est-ce qu'il finira par tomber ce régime? Bon, personnellement, je ne crois pas qu'il tombera. Enfin, je, je le dis aujourd'hui, mais peut-être la semaine prochaine. Moi, je ne crois pas qu'il tombera. Enfin, voilà. Il laissera des plumes, c'est sûr, mais je ne pense pas qu'il tombera parce que je pense que la Russie et les Iraniens, ou le Hezbollah aussi, ont les moyens suffisants pour le défendre. Voilà. Et ils le feront, à mon avis. Voilà. Ils ne le laisseront pas tomber. Quant à la Turquie, c'est difficile. C'est-à-dire, le problème, c'est que entre la Syrie et la Turquie, bon, et il y a la Turquie lorgne sur une partie de la Syrie. Et donc, je vois pas comment la Syrie et la Turquie pourraient arriver à un terrain d'entente. D'autant plus que la Turquie aujourd'hui, en tout cas tel qu'on le voit, euh, aujourd'hui, elle a pris fait et cause, elle est partie prenante dans ce qui se passe. C'est-à-dire, elle veut profiter de cette faiblesse passagère, disons, en tout cas de cette faiblesse circonstancielle, de circonstances du régime d'Assad pour prendre le maximum ou pour mettre ses affidés là où il faut. Voilà. Mais il est certain que la Turquie, je crois depuis le début, a vu dans cette histoire du combat contre le régime d'Assad, a vu l'opportunité d'élargir son influence, d'occuper la zone où il y a des Kurdes et éventuellement un peu plus. Voilà, c'est
donc je ne crois pas à une entente, à mon avis, maintenant désormais impossible, et qui a toujours été difficile d'ailleurs. Ils n'ont jamais pu s'entendre, la Turquie et la Syrie. Trouver un modus vivendi, par exemple sur le tracé des frontières, de l'influence, etc., parce que la Turquie cherche à étendre son influence sur un voisin qui traverse une période difficile depuis pas mal d'années. Voilà. Alors, merci. Je vais donner la parole à Baptiste sur YouTube. Bonjour, Monsieur Cohen. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonsoir, Bonsoir. Baptiste. Je suis Oui. content. Non, je vous ai vu il y a 2 jours avec Lou. Ah, très bien. Vous avez vu la vidéo. Quelle vidéo Voilà, du coup? voilà. Et Maximus. Ok, très bien, très bien. Bon, je voulais vous poser une question Oui. sur ce qu'ils ont fait à Régis de Castelnau. Est-ce que vous me confirmez qu'ils l'ont poursuivi pour apologie du terrorisme? Et je voulais savoir où va le lobby, quoi. Parce que s'ils commencent à s'attaquer à Castelnau, c'est qu'ils ont vraiment perdu la tête, quoi. Je sais pas. Moi, je ne crois pas qu'ils aient perdu la tête. C'est, comment dire, euh, bon, bien sûr, Régis de Castelnau est un avocat qui va se défendre, qui a beaucoup de moyens et qui ne va pas se laisser faire. Mais le message qu'ils veulent envoyer, que le régime, que le système veut envoyer à travers Régis de Castelnau, c'est que qui que vous soyez, si vous prenez des positions qui ne nous conviennent pas, on vous mettra des bâtons dans les roues. Régis de Castelnau ne risque absolument rien. D'abord, il n'est plus en exercice, il n'est plus en activité, donc il ne risque pas d'avoir des problèmes avec le barreau, comme il y a eu des avocats, par exemple, qui ont été poursuivis pour des positions sur le Covid, comme, comment il s'appelle déjà, Carlo Brusa et l'autre. Bon, Dividio. voilà, Divisio, voilà. Régis de Castelnau, ça veut dire, c'est le symbole qui compte, c'est-à-dire il s'attaque à un monument du barreau parisien, en sachant très bien qu'on ne peut rien lui faire. Il n'est même plus avocat, il est capable de se défendre et tout, mais à mon avis, moi je l'interprète comme ça, c'est que le message est envoyé aux autres. C'est-à-dire, faites attention, nous nous attaquerons à n'importe qui défendra la Palestine, et c'est du harcèlement. Voilà. Et donc, vous savez, c'est toujours difficile pour quelqu'un, quand on est par exemple accusé comme ça, il faut répondre à des convocations. Si on n'est pas très fort, vous savez, Régis de Castelnau racontait dans une vidéo qu'il y avait un syndicaliste retraité de 86 ans, qui, pour un message sur Facebook, vraiment très. Enfin, il n'y avait rien de violent, juste un message pacifique sur Facebook, sur le 7 octobre. Il a été convoqué par un procureur et ils lui ont mis en main le marché suivant. Soit vous reconnaissez que vous avez fait de l'apologie du terrorisme et on va vous faire une petite condamnation comme ça, symbolique, soit vous ne le reconnaissez pas, et à ce moment-là, vous passerez devant un tribunal et vous aurez de la prison ferme. Et donc, le gars, bon, évidemment, enfin, il a dit, OK, je reconnais, il a préféré renoncer. Et donc, ce sont des politiques d'intimidation qui sont menées contre les gens pour qu'ils reculent. Et d'ailleurs, en général, enfin, cette politique, elle est payante, à mon avis, parce que il n'y a pas beaucoup qui osent vraiment prendre des positions courageuses
et affronter le pouvoir. Voilà. Une deuxième question, si vous permettez, monsieur, c'est, mais pourquoi même stratégiquement, parce que le lobby en France, il est tellement arrogant, parce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, qui ferait pas ça même aux États-Unis, attaquer un équivalent, un avocat aux États-Unis, l'équivalent de Régis de Castelnau, il le ferait pas aux États-Unis pour apologie du terrorisme. Pourquoi ils se le permettent en France, à votre avis? Parce que la France est le pays où le lobby, mettons, je l'appellerai comme ça, judéo-sioniste, est le plus influent sur le plan du fonctionnement de la société. C'est-à-dire, aux États-Unis, ils ont de l'influence politique. L'AIPAC a de l'influence au Congrès, au président, chez les gouverneurs, mais pas au niveau de la société, c'est-à-dire les structures sociales, la justice. D'abord parce que c'est un pays très décentralisé, donc ils peuvent pas vraiment, ils n'ont pas ce pouvoir, alors qu'en France, ce que j'appelle moi les sayanimes, je ne sais pas si vous avez eu cette notion, c'est-à-dire le lobby dispose de 4000 à 5000 agents d'influence, des juifs français qui, depuis 1959, ont pénétré, ont obéi aux instructions du Mossad pour pénétrer dans tous les secteurs vitaux de la société, les médias, la publicité, l'édition, etc., etc. Et depuis ce temps-là, ils ont réussi à tisser une toile d'araignée qui amène le contrôle de tout, c'est-à-dire de pratiquement de tout ce qui se passe au niveau universitaire, politique, juridique, etc. Ce qui fait que quand le lobby décide quelque chose, vous voyez tout de suite les rouages de l'État obéissent au quart de tour. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'ils ils ont une puissance en France qu'ils n'ont pas ailleurs. Voilà, parce que la société française a été très, très perméable dès les années 50 à cette influence qui s'est infiltrée dans tous les domaines. D'accord, merci. Et je voulais juste dire au public que j'ai lancé ma chaîne qui s'intitule Les Chroniques de Baptiste. Voilà, Oui, sur YouTube. Merci beaucoup. compris. Je t'en prie, bonne soirée. Si tu veux rester en bas Au avec nous, il n'y a revoir. pas de souci. Si tu veux intervenir après, suivant le sujet, tu peux aussi. Du coup, il y avait Gilles qui est avec nous sur TikTok. Bonsoir Gilles. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, Oui. Toujours pareil, hein, c'est toujours un plaisir de retrouver M. Jacob Cohen. Je fais partie, je dirais, pratiquement de votre fan club. Vous avez promis avec le général Dominique Delaware, Eric Montana et aussi Tariq Ramadan de faire un live. Alors, je vous attends avec impatience et c'est toujours un plaisir de vous écouter. Alors, ma question, M. Jacob Cohen, va porter sur le Hezbollah. Parce que vous Oui, avez dit que au départ, dans les années 80, ce n'était qu'une force de quelques miliciens. On a l'impression qu'en une quarantaine d'années, c'est devenu une véritable force militaire. Et je oui. me demande si, à côté de l'Iran, il n'y avait pas aussi la Turquie qui a joué un rôle, de manière à ce qu'aujourd'hui, l'armée de Sahel, eh bien, elle recule. Est-ce que c'est une victoire? Est-ce que c'est un cessez-le-feu véritable sur des bases sincères? Ou est-ce qu'on peut considérer que c'est une victoire quand même pour le Hezbollah avec la Turquie en arrière-plan ainsi que l'Iran? En tout cas, merci et bonne journée. Alors, le Hezbollah n'existait pas avant 1982. C'est d'accord? Il n'existait même pas. Le Hezbollah a été créé à partir de 1982 lorsque les Israéliens qui avaient envahi le Liban jusqu'à Beyrouth se sont retirés mais sont restés au sud Liban. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que le Hezbollah a été créé. Bon.
Je ne connais pas très bien ses relations avec la Turquie. Je me demande, est-ce que la Turquie les a aidés? Je ne crois pas beaucoup, mais il faudrait peut-être que je creuse un peu la question. Mais en fait, la force du Hezbollah vient, comment dire, c'est pas tellement le nombre, ils sont quelques milliers, peut-être à l'époque, il était quelques milliers, aujourd'hui peut-être 10 000, 20 000, mais surtout c'est leur organisation, leur détermination, etc. Bon, leur principal atout, enfin leur principal appui, vient de la Syrie et de l'Iran. Voilà. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'ils avaient infligé, d'abord, ils avaient réussi, c'était une première mondiale dans la région, c'est que les Israéliens ont été obligés de quitter un territoire arabe, qui était le sud Liban, qu'ils occupaient et qu'ils l'ont quitté par la force, parce qu'ils ont été vaincus. Ils n'ont pas pu rester à cause des actions de la guérilla du Hezbollah. Voilà. Et ça, c'est énorme. Et en 2006, il y a eu un conflit que les Israéliens n'ont pas gagné. Voilà. On peut le dire comme ça. Aujourd'hui, c'est très difficile de dire. Bon, je ne peux pas dire que le Hezbollah est sorti vainqueur de la confrontation. Je ne peux pas dire non plus le contraire. Disons que il y a chaque partie a laissé des plumes. Le Hezbollah a subi quand même d'abord la perte de son chef, Hassan Nasrallah, et d'autres membres importants. Il y a eu l'affaire des Beepers, donc qui a montré quand même une certaine infiltration des services secrets israéliens. Et en même temps, je crois que moi j'avais pensé, j'avais même dit ici que le Hezbollah avait les moyens d'infliger de grandes pertes à l'économie israélienne. C'est-à-dire par exemple les centrales électriques, des raffineries ou des bases importantes, etc. Or, apparemment, il ne l'a pas fait. Et moi, je pense que ce n'est pas tellement parce qu'il n'a pas les moyens que parce qu'il n'a pas voulu, peut-être, c'est une hypothèse que j'avance, il n'a pas voulu provoquer des bombardements terrifiants sur le reste du Liban. Parce que le Hezbollah est un parti libanais, il est intégré à la vie politique libanaise et il ne peut pas se permettre, il connaît la violence des réactions israéliennes et il ne peut pas se permettre de laisser se détruire une nouvelle fois le pays, parce que bon, si le Hezbollah avait touché des points névralgiques, la réaction des Israéliens aurait été, enfin je sais pas, 100 fois plus terrifiante comme à Gaza par exemple. Et donc le Hezbollah c'est assez, à mon avis en tout cas, il s'est retenu de livrer une bataille importante avec comme les Israéliens ont refusé le combat au sol, ils n'ont pas envoyé vraiment des milliers de... Voilà, ils ont juste fait quelques petites incursions, mais sans plus, parce qu'ils savent très bien qu'au sol, ils étaient perdants face au Hezbollah. Et donc, il y a eu une espèce, comme un peu deux boxeurs qui sont sonnés et qui sont contents qu'il y ait le gong qui sonne. Voilà. Et donc, à mon avis, il n'y a aucun des deux qui peut vraiment dire, qui peut crier victoire. Mais évidemment, ce n'est que partie remise. Voilà. Alors, il y a un commentaire pour vous, M. Cohen. Voilà, donc M. Cohen, le Hezbollah a arrêté les ardeurs de Netanyahou, certes pour l'entité, ils ont un plan B, mais le plan A a échoué. Ça, c'est indéniable. L'avenir nous dira la suite de cette histoire. Le drame du Hezbollah, il est très fort. Il est très fort sur deux points. Il est très fort s'il y avait un combat terrestre au Liban, sur le sol libanais. Et pour le moment, les Israéliens refusent ce combat.
Et donc, voilà. Et donc, on enlève cette partie-là. Il reste les missiles. Bon, on a toujours. Tout à l'heure, j'ai dit, j'ai même déclaré ici que les Israéliens étaient très, très méfiants parce que le Hezbollah a montré sa capacité à bombarder des bases, etc. Et donc, qu'il pouvait infliger des pertes colossales aux Israéliens. Et je l'ai dit, voilà, je viens de le dire, qu'il s'est retenu de le faire. Alors, est-ce qu'il y aurait un plan B? De toutes les façons, vous savez, c'est une région, comment dire, il y aura toujours des soubresauts. C'est jamais fini cette histoire, voilà. Et donc, de nouveaux épisodes viendront. Il faut voir aussi ce qui va se passer en Syrie, parce qu'en fait, une partie quand même pas du pouvoir, enfin des instructeurs, de l'armement, etc., du Hezbollah, vient de l'Iran via la Syrie. Et donc, si les Israéliens arrivent à couper, en tout cas à diminuer énormément cette arrivée d'instructeurs et d'armement, bon, ça peut gêner quand même le Hezbollah dans le futur. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, à mon avis, va déterminer en grande partie l'avenir du Hezbollah. Parce que la Syrie et le Hezbollah est un des piliers de la défense syrienne. Et donc, ce qui se passe en Syrie peut avoir des répercussions. Je ne crois pas que le Hezbollah restera quand même une grande force au Liban, mais si la Syrie n'est plus capable, ni l'Iran, de l'aider, là par exemple, cette semaine, il y avait un avion civil iranien qui, a priori, en tout cas ce que disent les Israéliens, qui transportait du matériel pour le Hezbollah, et en tout cas que l'aviation israélienne a obligé à rebrousser chemin au-dessus de la Syrie. Donc, c'est une situation assez compliquée, à mon avis, pour le Hezbollah en ce moment. Et donc, tout dépendra de l'évolution de la situation en Syrie. Voilà. Effectivement, ça risque d'être décisif, les événements qui se passent en Syrie aujourd'hui. Alors, monsieur Cohen, on va faire un petit point quand même vite fait sur la Palestine. Où en est-on aujourd'hui? Moi, je vais vous donner quelques chiffres qui sont quand même assez Oui. éloquents. C'est les chiffres de l'UNICEF qui sont à jour au 2 décembre. Donc, 44 229 personnes ont été tuées, dont plus de 14 100 enfants dans la bande de Gaza. 104 746 personnes ont été blessées, dont plus de 35 000 enfants. Plus de 10 000 autres sont portés disparus et seraient probablement sous les décombres. Sur place, un enfant est tué ou blessé toutes les 10 minutes. Et en plus de ça, bien sûr, 1,9 million de la population a été déplacée à plusieurs reprises pour trouver un refuge. Donc voilà, c'est vrai que ça fait plus la une des journaux ces dernières semaines, mais en attendant, le calvaire continue pour les Gazaouis, les Palestiniens. Oui, malheureusement, presque, je ne dis pas dans l'indifférence, mais dans l'impuissance générale. Voilà, le drame, c'est ça, c'est l'impuissance, la complicité des uns et l'impuissance des autres. Voilà. La complicité de l'Occident, la complicité active de l'Occident et l'impuissance du reste du monde, c'est-à-dire le monde arabe, le monde musulman. Enfin voilà, c'est terrible à dire. Voilà. Bon, aujourd'hui, j'ai entendu les nouvelles, il paraît qu'il y a encore des négociations
sur un cessez-le-feu et la libération des otages. Voilà, peut-être ça donnera quelque chose, je ne sais pas. Mais c'est vrai, c'est une situation terrible. C'est-à-dire que les Israéliens vraiment, et ça va ensemble avec la Cisjordanie occupée, c'est-à-dire que vraiment Israël s'est lancé dans une politique de colonisation, de nettoyage ethnique. Et voilà, enfin, je sais pas quoi dire. Voilà, Ah, oui. pardon, excusez-moi. Allez-y, finissez. Non, c'est-à-dire, voilà, c'est encore une fois, voilà, la complicité de l'Occident et l'impuissance du reste du monde. Voilà, je sais pas quoi dire. Voilà, Moi, c'est la question qui me taraude, c'est concernant les otages. Parce il oui, parle d'une centaine d'otages. oui. Où pourraient-ils être retenus, ces otages, en fait? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Là, ils doivent être dans des tunnels que les Israéliens n'ont pas encore réussi à atteindre. Ce qui paraît assez étonnant, mais bon, mais c'est la réalité, hein, puisque il y aurait encore, enfin, il y a une centaine d'otages quelque part. Donc du côté de Rafah, probablement, je ne sais pas, Khan Younes, des tunnels qu'on n'aurait pas encore découverts, enfin, voilà, des tunnels encore plus secrets que d'autres. Et c'est ça qui dans un sens, est assez, enfin, c'est étonnant, c'est extraordinaire, c'est qu'il y a encore des forces du Hamas qui sont là, qui résistent, qui arrivent encore à causer des pertes aux soldats. Moi, je l'entends tous les jours, hein, et qui détiennent, parce qu'évidemment, les Israéliens voudraient bien récupérer leurs otages, mais selon la manière forte, c'est-à-dire en les libérant, enfin par la force, voilà. Mais a priori, enfin en tout cas jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi. Et en tout cas, aujourd'hui encore, on a parlé de négociations. Voilà, donc je sais pas quoi dire d'autre. Franchement, je sais pas. Bon, C'est là, je vais donner la parole peut-être Kaiser, tu es avec nous là sur Twitter? Oui, Tu veux prendre la parole? Oui, parfaitement. Merci beaucoup de m'avoir fait monter. Bonsoir à tous. J'avais juste une question par rapport à ce qui se passe en Syrie. Je voulais demander à M. Cohen qu'est-ce qu'il pensait du fait que est-ce qu'il voit la Russie ne pas intervenir par rapport à ce qui se passe avec le mouvement HTS, parce que voilà, la Russie, eux, ils défendent pas Assad, ils défendent pas un régime, ils défendent leurs intérêts. Si peut-être ils arrivent à négocier avec HTS, le fait est de garder leurs intérêts en mer Méditerranée surtout, est-ce qu'ils pourraient ne pas intervenir et savoir si par rapport à la Turquie tout à l'heure, savoir justement est-ce que le fait est que l'opposition, le mouvement HTS entre autres, mais beaucoup d'autres, s'il venait à prendre le pouvoir et à faire tomber Assad, est-ce que justement est-ce que la coordination économique entre la Turquie et la Syrie ne ferait pas en sorte justement que la Syrie retrouve un peu comment dirais-je, un meilleur état financier et économique? Merci. bon. La Russie ne peut pas ne pas intervenir. D'ailleurs, elle est déjà intervenue. Elle intervient ces derniers jours. Elle intervient par. D'abord, il ne faut pas oublier quand même que c'est en 2014-2015 que c'est la Russie qui a sauvé le régime d'Assad par les bombardements, etc. Et donc, la Russie, elle, elle a repris son aide et elle ne peut pas abandonner parce que c'est son seul point d'appui en Méditerranée. Elle a une base navale qui est sa seule base navale en Méditerranée. Et puis, c'est très important parce que dans l'échiquier du Moyen-Orient, la Syrie
est un élément essentiel. Parce qu'après la Syrie, c'est l'Iran. Et donc, la Syrie est vraiment un centre nerveux essentiel. Moi, ce que je vois, c'est pas tellement tout à l'heure. Enfin, moi, mon intuition, c'est qu'il n'y aura pas de. Le régime d'Assad, il peut pas tomber. Et à mon avis, il ne tombera pas. Mais ce qui peut arriver, c'est un plus grand dépeçage de la Syrie. C'est-à-dire, la Syrie peut éventuellement, si la réaction. Enfin, moi, à mon avis, la réaction de la Syrie, de la Russie et de l'Iran, qui est quand même. Bon, qui a le bras un peu lié, qui a les bras liés, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si elle intervient trop ouvertement, elle risque de susciter une réaction violente d'Israël qui pourrait amener à une conflagration générale. Bon, qu'aucun des deux ne veut, à mon avis, en tout cas surtout pas l'Iran. Et donc la Russie, elle intervient et elle fera le nécessaire. Est-ce qu'elle arrivera à renverser la situation comme en 2015, c'est-à-dire à repousser les terroristes hors d'Alep et tout, je ne sais pas, on verra. Mais ce qui peut arriver, ce qu'on peut craindre, c'est que la Syrie perde encore, le régime syrien perde encore un peu plus de terrain. Et que profitant de ce chaos, les Israéliens, la Turquie peut prendre un peu plus au nord et les Israéliens pourraient élargir, soi-disant pour des raisons de sécurité, pourraient élargir, parce qu'ils ont déjà le Golan syrien qu'ils occupent, pourraient prendre quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres pour leur sécurité, soit entre guillemets évidemment. Voilà. À mon avis, la crainte que j'ai, c'est plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire une perte un peu plus importante de territoire si la réaction je ne sais pas, si l'armée syrienne ne se reprend pas et si la Russie n'arrive pas uniquement avec les bombardements, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, la Russie, à chasser les terroristes d'Alep. Alep, c'est vraiment, si les terroristes arrivent à s'incruster là, ça peut être difficile de les en déloger. Voilà. Très bien, merci. On est presque à 50 minutes, Monsieur Cohen. On va continuer pour vite aller vers le bout de l'émission. Moi, je voulais qu'on passe sur un autre sujet. On dira un petit mot aussi, bien sûr, sur le discours de Macron et les événements à venir concernant la politique en France. Moi, je voulais vous amener sur une décision, du moins une décision de l'ONU qui est tombée hier concernant le Sahara occidental. Et voilà, je vais vous faire écouter vite fait un petit passage où donc une résolution a été adoptée sans vote. Il n'y a pas eu de vote, mais ça a été adopté. Alors, une petite seconde. Hop. Voilà. Salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Je vous fais cette petite vidéo concernant encore une fois la dissonance cognitive et le déni de réalité qui sévit sur la planète TikTok, les amis. Donc c'est bien sûr concernant, comme vous avez pu le voir ici en haut, le Sahara occidental. Donc l'Algérie de l'ONU adopte une nouvelle résolution affirmant que le Sahara occidental est une question de décolonisation, les amis. Et ceci en date du jeudi 5 décembre, donc c'était hier. Les amis, je ne vais pas vous lire l'article en entier, mais en tout cas, le plus gros, donc c'est cette résolution
qui réaffirme le droit inaliénable de tous les peuples à l'autodétermination et à l'indépendance conformément aux principes de la charte de l'ONU et de la résolution 1514 du 14 décembre 1960 portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés. Les amis. Voilà, je vais pas aller au bout parce qu'il y avait la musique en fond, j'avais oublié. Mais donc vous avez pu entendre un petit peu, Monsieur Cohen? Oui. Ben, de toutes les façons, je crois qu'on a eu l'occasion de le dire. Le problème, c'est pas l'Amérique qui décide, c'est pas la France qui décide. La France peut prendre une position, certes, l'Espagne aussi, Trump aussi, mais ils ne font pas le droit international. C'est-à-dire que ce problème restera non réglé tant que l'ONU et l'Union africaine n'auront pas pris une décision unanime, en tout cas une décision définitive. Donc, toutes les gesticulations, reconnaissance par-ci, reconnaissance par-là, etc., n'ont qu'une portée symbolique. Voilà. Donc, le problème reste entier. Et voilà, donc et je vois pas, moi personnellement, là, au point où on en est, je ne vois pas de solution à ce conflit. Voilà, il n'y a pas de solution. C'est le genre de conflit qui n'a pas de solution parce que le Maroc continue à développer le territoire avec l'appui de l'Occident, de l'Europe, de l'Union européenne et des États-Unis. Et donc, bon, et d'un autre côté, les opposants ou ceux qui militent pour l'autonomie, en tout cas un référendum d'indépendance des Sahraouis, ils n'ont que des victoires juridiques. Voilà. Et donc on est confronté à, comment dire, à une réalité sur le terrain qui est un fait, c'est-à-dire une présence de fait du Maroc qui développe le pays, la région comme, voilà, selon ses critères, c'est-à-dire industrie, pêche, population, etc. Donc, ce sont des provinces comme marocaines. Et d'un autre côté, il n'y a pas de solution ni politique ni juridique. Et donc l'impasse, je ne vois pas ce qui pourrait débloquer la situation, débloquer l'impasse. Voilà. Parce que chaque camp, oui, chaque camp. Oui. Je voulais juste rajouter, on sait qu'il y a la mission MINURSO qui a été reconduite pour une année. Oui. Et au terme de celle-ci, bon, on verra ce qui se dira à l'ONU, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de voir une solution s'ouvrir sous nos yeux, mais est-ce qu'on peut considérer ce problème du Sahara occidental comme un problème comme le problème qu'on voit avec la Palestine? C'est-à-dire qu'à terme, est-ce que les Sahraouis vont devenir des résistants comme les Palestiniens qui résistent aujourd'hui? Mais ils le sont déjà, des résistants. Oui, mais c'est pas la même échelle. Je veux dire, il n'y a pas de bombardement quotidien. Il y a pas de. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une situation de guerre réelle. Ok, mais ils l'ont fait pendant 10 ou 15 ans. Et puis après, je crois qu'il y a eu un cessez-le-feu il y a je ne sais plus quelle année. En 91. Et voilà. Et donc, voilà, on est arrivé à un point parce que lorsqu'il y a un cessez-le-feu, ça arrange les deux parties. C'est-à-dire que, voilà, si les Sahraouis ont accepté le cessez-le-feu, c'est que quelque part, bon, ils ont vu peut-être que militairement parlant,
il n'arriverait pas. Voilà. Et donc, je pense que la solution militaire, la résistance, c'est quoi? Parce qu'en fait, bon, très bien, il pourrait lancer des actions de résistance, mais les Marocains, ils ont des moyens quand même de répliquer. Donc voilà, c'est à ce moment-là, on va atteindre un autre niveau. Est-ce que le problème qui se posera alors, est-ce que les Algériens resteront, comment dire, indifférents? Enfin, voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'ils bougeront pas ou pas? Voilà. Donc, cette situation de blocage, c'est pas, même s'il y a une résistance, en Palestine, il y a une résistance qui prend différentes formes, mais il n'empêche que c'est un blocage. Résistance ou pas, il y a un blocage, c'est-à-dire on ne voit pas de solution. Voilà. Et malgré les résolutions, etc., bon, tout c'est bien beau les résolutions, mais encore faut-il les appliquer. Et donc, voilà, donc d'un côté, on a des résolutions, problème colonial, référendum, etc. Et d'un autre côté, on a un pays qui est là, de fait, qui considère le Sahara comme partie intégrante de son territoire et qui propose une autonomie. Bon, évidemment, je veux dire, c'est une appropriation déguisée. Bon, une autonomie, ça ne veut rien dire. Mais on revient à la question fondamentale des relations internationales, c'est que le Maroc, je ne vois pas qui peut l'en déloger. Voilà. C'est-à-dire, c'est un pays qui a des. Non, d'abord, il a une force militaire, il a une force civile, etc. Et en même temps, il a des appuis, et pas des moindres. Donc, je ne vois pas qui va pouvoir le déloger, quelle force. Le parallèle avec la Palestine, il est évident. C'est-à-dire, voilà, on a une situation juridique telle, mais on a une réalité qui est différente. Voilà. Et quelle est cette force qui va pouvoir faire appliquer? Je n'en vois pas. C'est pour ça qu'il y a une impasse. Parce qu'en fait, comme je dis souvent, par exemple, en ce qui concerne Israël, les Palestiniens n'auront leurs droits que si Israël est battu militairement. Voilà. Ce n'est pas la peine qu'ils rêvent. Ils n'auront jamais leur État si Israël n'est pas battu militairement et à plat de couture. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de rêver, etc. Ils peuvent obtenir toutes les résolutions qu'ils veulent, ça ne mènera à rien. Et j'ai l'impression que c'est à peu près le même schéma pour le Maroc. C'est-à-dire, pour le Maroc aussi, c'est une question, comment dire, vous savez, c'est comme pour la Russie, hein, c'est une question d'existence nationale. Voilà. C'est quasiment une question de survie. Voilà. Donc, le Maroc, il irait jusqu'au bout pour défendre ce qu'il considère comme étant son territoire. Voilà. Et donc, et comme il a des alliés, des alliances, etc., ben voilà, qu'est-ce qu'on fait alors à ce moment-là? Voilà. Alors, est-ce que l'Algérie doit accorder l'indépendance à la Kabylie, selon vous? Mais pas du tout, c'est quoi cette histoire? Je ne Non, parce comprends que pas j'ai vu passer la question sur le chat, je me permettais de vous la Ah oui, poser, je la mais vois, mais je ne vois pas enfin, mais la Kabylie, c'était d'ailleurs, enfin, la Kabylie est quand même là, enfin, pour moi, ce sont des questions qui, comment dire, ce sont des questions inutiles et qui détournent des vrais débats. Enfin voilà, ça ne se pose même pas. Enfin, je veux dire, c'est bon, les ennemis de l'Algérie, ils ont tendance à favoriser des mouvements autonomistes. C'est tout. Voilà. Dahlia, tu voulais intervenir?
Si tu avais une question à M. Cohen ou sinon je continue. Bonsoir. Moi, j'ai dit, Ouais, je voulais juste faire une petite comparaison avec le mur des sables qui a été fait par Ehud Barak, par l'ingénieur Ehud Barak dans les années 80. D'ailleurs, l'espèce de forum international socialiste en 99 à Paris, le représentant de la RSD avait été invité à l'époque. Ehud Barak l'avait interpellé en lui disant « J'étais chez vous au début des années 80 ». Donc il l'a reconnu lui-même de sa propre bouche. Donc s'il y a une comparaison à faire avec Israël, c'est bien le mur, parce qu'ils sont très forts dans les murs, ça il faut le reconnaître. Donc un mur qui fait 2700 km de long avec 10 millions de mines antipersonnelles, je pense que ça c'est la marque de fabrique d'Israël. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Cohen, de cette comparaison? oui, mais de toute façon, moi, j'étais dans les années 80, j'étais maître assistant à la fac au Maroc. Et à l'époque, on savait, bon, mais vous savez, à l'époque, on n'avait pas d'informations au Maroc. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas de presse indépendante. Enfin, tout était contrôlé, mais on vivait dans les rumeurs. Et les rumeurs insistantes à l'époque disaient qu'il y avait déjà des officiers israéliens, des centaines ou des milliers, dans la région du Sahara qui conseillaient les Marocains pour la construction du mur, pour la défense, etc. Et donc, apparemment, le mur a été d'une certaine efficacité, a priori. Ça fait, mais c'est quand même bon. Enfin, ça parle à la fin des années 80. Et donc, il y a pu y avoir comment dire, c'était une région où il y a eu énormément de combats dans les années, fin des années 70-80. Et puis après, sont arrivés à un modus vivendi, un cessez-le-feu, où le combat est passé au niveau politique, diplomatique, etc. Mais là, c'est là où l'impasse aussi, parce que comme il n'y a pas de solution militaire, et comme les solutions juridiques, personne n'est là pour les appliquer, et donc voilà, je ne vais pas me répéter, enfin je ne sais pas, c'est... Pas de souci, non, non, Monsieur Cohen, pas de souci. On va faire la transition pour clôturer donc cette émission. Vous aviez Oui, parlé donc de cet État palestinien que vous ne verrez pas voir le jour. On en a parlé hier en off. Il y a cette réunion, là, cette conférence qui va être organisée et co-présidée par la France et l'Arabie Saoudite. Vous en oui, pensez quoi de tout ça? ok. Ok, elle va être organisée. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que un État palestinien est nécessaire. C'est du bluff. C'est malheureusement, moi j'ai envie de dire aux Arabes, ne croyez pas vos dirigeants. Voilà. Les dirigeants arabes, je mets tous les dirigeants dans presque dans le même panier, plus ou moins, etc. Voilà, bon. Ça fait des décennies qu'ils agitent la question palestinienne, la solution à deux États. Mais, mais bon, ils sont face à une réalité terrible. Voilà. Israël est une puissance militaire indélogeable. Voilà. Et en plus, a des bombes nucléaires. Voilà. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Voilà. La solution aurait été, si on avait affaire à des régimes, comment dire, populaires, démocratiques, issus du peuple, et qui, par exemple, un Morsi, par exemple, en Égypte, pourquoi on l'a dégommé très vite? Parce que moi, personnellement, je pense qu'un tel régime, un Morsi, il n'a pas encore été corrompu par le système. Et donc, il avait envie de libérer le monde arabe, de libérer la Palestine de l'occupation, de l'impérialisme, etc. Et donc, il n'a pas les régimes arabes, le problème, comme tout à l'heure j'ai parlé du régime syrien, ce sont des régimes qui n'ont qu'une obsession, rester en place et profiter des privilèges. C'est ça le drame des régimes arabes.
c'est que ils subissent, ils sont sous le joug de dirigeants qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Voilà. Donc, quel est l'intérêt du roi d'Arabie Saoudite? Il n'en a rien, enfin, c'est pas qu'il n'en a rien à fiche. Il n'a pas envie de mettre en jeu son royaume quand même. Ses milliards, ses bateaux, ses avions, etc. Et donc, il compose avec la réalité. Donc, il va se réunir. Qu'est-ce qu'on va dire dans cette réunion? Nous demandons à ce qu'un État palestinien soit créé dans les frontières de juin 67. Bon. Est-ce qu'ils peuvent dire quelque chose de plus? Voilà, moi je pose la question, rien d'autre. Voilà. Ils vont pas menacer Israël de sanctions s'ils ne le font pas, etc. Donc, ce sont des, comment dire, des blablabla pour faire croire qu'on s'attaque aux vrais problèmes, qu'on veut défendre le monde arabe, qu'on veut défendre la Palestine, etc. Et c'est pas comme ça qu'on la défend. Voilà. C'est pas avec ces régimes-là. Ces régimes, ils sont par nature, ils trahissent par nature. Voilà. Ils ne peuvent pas faire autrement. Je ne sais pas si vous voyez. Les démocraties parlementaires aussi trahissent les peuples, pas de manière élémentaire. Pardon? Attends, Dahia, quand tu prends la parole, attends, parce que M. Cohen, Excuse-moi. Vas-y. Vas-y. Allez-y. Les régimes démocratico-parlementaires aussi, ils trahissent les peuples. Qui représentent soi-disant en leur mettant tout le temps de la dette et de la dette, encore de la dette. Oui, après, non, je parle pas qui signe le Mercosur au nom de l'Europe, sans même que les présidents européens en soient au courant. C'est extraordinaire. Non, quand je parlais des régimes, je parlais des régimes arabes. Des régimes totalitaires, j'avais compris, les régimes totalitaires arabes qui, au nom il y a une différence. Prennent des décisions au nom du peuple, alors que réellement, tout ce qui leur importe, c'est uniquement de sécuriser leur trône. C'est ça. Oui, non, en Occident, il y a un consensus. C'est-à-dire, encore que en Occident, on le voit, et quand il y a des mouvements nationalistes, des partis nationalistes, ils peuvent secouer le consensus. Comme ça, c'est arrivé comme ça arrive en Allemagne, comme ça arrive en Autriche, comme ça a failli arriver en Roumanie, alors que la Cour suprême vient de suspendre l'élection en Roumanie, sous un prétexte fallacieux. D'accord. Les régimes arabes, la différence, c'est que ils n'ont quasiment aucune possibilité de modifier par le vote ou par l'expression populaire. Regardez ce qui s'est passé en Égypte avec Morsi. La seule fois où il y a eu une élection vraiment populaire, démocratique, le régime a été balayé après un an, parce que c'était insupportable. Ce que Morsi allait faire, c'était insupportable pour le monde arabe. Voilà. Et donc, ce sont des régimes qui ont la bénédiction de l'Occident, presque tous, et de toute façon, quand ils ne l'ont pas, ils sont renversés, comme c'est arrivé à Saddam Hussein et à Kadhafi. Et donc, ils suivent et ils ne sont d'aucun secours. C'est ça ce que je veux dire. Ils ne sont d'aucun secours pour les Palestiniens. Voilà. Ce qu'ils disent, c'est juste du blabla. Voilà, malheureusement. Comme l'Occident d'ailleurs. Pardon, excusez-moi. Monsieur Cohen, on va. Non. Oui. Non. Je vous ai coupé. Vous aviez terminé, non? Non, moi j'ai terminé, oui. Alors, juste un mot, on va dire un mot quand même sur le discours de Macron hier. Donc, il est responsable de rien. Et donc, il a pas beaucoup de temps pour nommer un Premier ministre qui va former un nouveau gouvernement et donc qui va peut-être être
d'ici 3 mois. Parce qu'on a vu que le gouvernement Barnier, je crois qu'il a 3 mois jour pour jour. Le précédent Attal, je crois, c'est 8 mois. Et avant, je crois que c'était Elisabeth Borne, je crois, je ne sais plus, bref. En tout cas, on voit que les mandats des premiers ministres diminuent à chaque fois, donc dans le temps. Comment ça va finir tout ça? Est-ce qu'on va rallumer comment dire, le mouvement des Gilets jaunes? Voilà, peut-être, je ne sais pas. On est dans une situation quand même qui est quand même plus complexe et plus gravissime que celle de 2018. Qu'en pensez-vous, Monsieur Cohen? Eh bien, on va arriver, enfin, moi, personnellement, hein, moi, je ne crois pas beaucoup dans les, comment dire, c'est pas, moi j'ai très peu d'estime pour le peuple, pour les peuples en tant qu'entité politique. Voilà, c'est-à-dire, pas les gens. Je fais la distinction entre les gens, entre les Français, à titre individuel, ce sont des gens. Enfin, il y a toutes sortes de monde, mais en général, ils sont super, ils sont dynamiques, ils ont envie de vivre, etc. D'accord. Mais en tant que peuple, c'est-à-dire en tant qu'entité politique qui vote, ce sont des esclaves nés. Voilà. Ils ont la servitude dans le sang, dans l'ADN. Et ce n'est pas seulement le peuple français, tous les peuples. Voilà. Et malheureusement, je ne vois pas. Vous savez, moi ça me fait presque rigoler quand j'entends les Français dire ah, on en a marre, oh là là, Macron, ceci. Ah oui, mais je suis désolé. Ils n'ont fait depuis 50 ans, les Français n'ont fait qu'élire des gens comme ça. Voilà. Et ils se découvrent au bout de 7 ans que Macron les roule dans la farine. Bon, il faut quand même. Et moi, je fais le pari, enfin, si je suis encore là, je vous fais le pari que vous voulez, qu'en 2027, ils voteront pour quelqu'un comme Macron, c'est-à-dire Attal ou Philippe, etc. Ils sont incorrigibles. Le problème, il faudrait qu'on fasse une émission sur la servitude volontaire. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui me passionne et en même temps qui m'intrigue. Voilà. C'est-à-dire la capacité des peuples à se soumettre, à obéir et à ne pas, comment dire, ils râlent, mais c'est un râle qui reste, comment dire, en deçà. Voilà, c'est-à-dire, ils vont continuer, ils râlent, mais ils continuent à obéir, à se soumettre. Et s'il y a une élection, ils vont faire la même chose, et ainsi de suite. C'est une comédie qui continue. Moi, à la limite, je trouve ça presque, enfin, je dirais pas jubilatoire, mais parce que jubilatoire, c'est quand même un peu. Mais voilà, je sais pas, moi, des fois, je me dis, c'est pas possible de voir comment un peuple aussi, enfin, avec autant d'histoire, comment il peut se laisser opprimer, manipuler, mais d'élection en élection. Ça veut dire il ne tire jamais la leçon. Pourquoi? Enfin bon, mais moi j'aimerais bien peut-être j'aimerais bien qu'on fasse un débat un jour quand on a du temps, un débat là-dessus parce que pour moi c'est une question à laquelle je m'intéresse beaucoup et je trouve qu'elle est importante. Voilà, elle est essentielle dans la compréhension parce qu'en fait, vous savez, la servitude volontaire, le fameux livre là de la Boétie, il a été écrit il y a 6 siècles quand même, il y a 600 ans. Donc, ce gamin de 18 ans a découvert le poteau rose. Voilà, il a dit les peuples sont serviles. Et c'est une réalité. C'est ça le truc. Enfin bon, on ne va pas se lancer dans un débat comme ça parce que ça risque de nous mener un peu loin. Et j'aimerais, si vous voulez, on peut le faire, mais on prend du temps avec les questions, etc. Voilà. Pas de souci, c'est noté, on en parlera, on organisera une thématique la thématique et puis on fixera un rendez-vous à tout le monde. Les amis, je crois qu'on va en rester là. Bon, on n'en dira pas plus. De toute façon, on verra. Monsieur Emmanuel Macron, il a quelques jours, donc comme je l'ai dit, pour Non, mettre mais en place quelque chose. Non, mais il prend les Français pour des imbéciles et il a raison. Voilà. En plus, lui, il est gonflé, c'est un psychopathe. Il n'abandonnera jamais le pouvoir.
il y aura même recours à l'article 16 un jour ou l'autre. Et voilà. Et malheureusement, moi, ce qui est terrible, c'est la démission. C'est pas Macron. Macron, c'est un personnage. Il est là pourquoi? Parce que il fait ça. Pourquoi? Parce que la colonne vertébrale du peuple français, c'est-à-dire les millions de Français qui sont ingénieurs, médecins, avocats, profs, universitaires, etc., acceptent de se soumettre. Regardez comment ils se sont soumis avec les fameuses injections, etc. Et donc, voilà, c'est ça la réalité. Macron, s'il peut se permettre de faire ça, c'est parce qu'il y a tout un peuple, en tout cas une bonne partie de ce peuple, qui marche. C'est ça le truc. C'est pas un personnage tout seul. Il n'aurait jamais pu y arriver. Regardez par exemple la lâcheté des politiques français. La France a donné près de 25 milliards à l'Ukraine. Il n'y a pas un seul député, il n'y a pas un seul sénateur qui a osé aller se dresser à la tribune pour dire c'est une honte, c'est un scandale, alors que cet argent, on aurait pu le dépenser dans nos écoles, nos hôpitaux, nos retraités, etc. Aucun n'a osé aller à la tribune dire ça. Donc, vous voyez dans quel état est la démocratie, entre guillemets, française. Franchement, il y a une telle lâcheté que ça devient presque... c'est pathétique d'en arriver là. Voilà. Donc, Macron n'est que, pour moi, il n'est que l'expression de cette déchéance, de cette lâcheté générale, disons quasi générale. Voilà. Bon. Très bien. Bon, non, mais c'est tout dit, tout est clair, tout est clair. Merci, M. Cohen, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bien. Bonne soirée à tous et merci pour votre attention. Bon week-end. Au revoir. Bon week-end à tous. Au revoir. Alors les amis, j'en profite pour vous dire avant de clôturer, n'hésitez pas à vous abonner, liker s'il vous plaît la vidéo. Il y a du shadow banning, donc des bannissements furtifs les amis, donc ça veut pas grimper plus que ça. Donc n'hésitez pas à les liker, partager un maximum s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Altitude. Voilà, on se donne rendez-vous donc dans la semaine avec d'autres intervenants et on suivra bien sûr l'actualité. Bonne soirée à tous. Salam alaikum.